écran? C'est bon. Parfait. Bonjour à tous. Du coup, de mon côté, je vais vous parler de la construction d'un indicateur de suivi du SARS-CoV-2 dans les eaux usées, dans le cadre du réseau BEPIN. Donc, le réseau BEPIN, c'est un ensemble de 168 stations d'épuration suivies sur le territoire français, sur les 30 000 à peu près que comporte la France métropolitaine et la Corse, mais aussi les DOM-TOM, puisqu'on fait des analyses régulièrement à La Réunion et à Saint-Denis, et qui sont un sondage qui représente à peu près un tiers de la population française. Il y a 9 laboratoires d'analyse dans le réseau, chacun avec des protocoles d'analyse un peu différents, on en reparlera plus tard, et les échantillons sont prélevés en moyenne 2 fois par semaine. Ils sont ce qu'on appelle intégrés sur 24 heures, c'est-à-dire qu'on ne va pas simplement arriver à une heure de la journée et prendre 100 ml d'eau usée pour aller les analyser, mais on va utiliser ce qu'on appelle un préleveur automatique qui va régulièrement, sur une journée, par pas par exemple de 30 minutes, récupérer quelques millilitres et permettre d'avoir une vision un peu plus globale de ce qui s'est passé sur l'ensemble de la journée. Et ces résultats d'analyse ne sont pas simplement qualitatifs, comme on peut voir sur des tests PCR individuels où on a le Covid ou on ne l'a pas, ce sont des résultats quantitatifs qui sont donc faits par RT-qPCR. Un peu l'ensemble du réseau, voilà comment il s'organise. C'est une carte, ce que je montre ici, c'est une carte de tendance qu'on remonte de manière hebdomadaire au ministère de la Santé et qui montre la tendance sur les 30 derniers jours sur les stations du réseau, avec un cercle dont le diamètre correspond à la taille de la station, donc le nombre de personnes qu'elle draine. La couleur donne le niveau de circulation du virus, plus c'est vert, plus c'est bas. Et puis les flèches permettent d'avoir une idée de la tendance sur les 30 derniers jours. On voit ici du coup qu'on a une échelle qui varie entre 0 et 150 ou plus, donc qui n'est pas tout à fait la même que celle des concentrations en unité génomique. Et je vais expliquer un peu par la suite comment on est arrivé à synthétiser cet indicateur. Donc les données qui nous arrivent, elles ont en général cette allure-là. En phase de calme plat de l'épidémie, j'ai envie de dire, par exemple à l'été 2020, on a vraiment des concentrations qui sont très faibles. Et puis, quand on va s'approcher d'un pic de l'épidémie, on va rapidement avoir une croissance exponentielle et une décroissance exponentielle par la suite, une fois que le niveau de circulation a diminué. Alors, en réalité, c'est un petit peu plus complexe que ça. Avec la RT-qPCR, on a 2 seuils d'analyse qui sont associés. Il y a d'abord un seuil de quantification et un seuil de détection. Le seuil de quantification, par exemple, si j'ai un seuil de quantification à 1000 unités génomiques par litre, ça veut dire que je vais savoir que j'ai entre 1 et 1000 unités génomiques dans mon échantillon, mais je ne vais pas avoir un très gros degré de confiance sur le chiffre que je vais annoncer par rapport à si j'avais entre 1000 et 10 puissance 4 unités génomiques, par exemple. Et puis le seuil de détection, c'est simplement que par fluorescence, je suis capable de détecter, d'amplifier, comme il y a une limite en fait, technique à la PCR, et au bout d'un moment, je ne suis plus capable de détecter le virus. Donc le résultat est négatif, comme sur un test individuel. Il y en a aussi, donc là ce sont les points rouges dont je parlais au niveau de ce seuil ça provoque en fait un effet de censure, ce seuil de quantification, puisque grosso modo les laboratoires ne vont pas nous annoncer le vrai chiffre, mais ils vont nous dire bon, on est en dessous du seuil de quantification, on est en dessous de par exemple 1000 unités génomiques par litre. On a aussi donc un problème de mesure aberrante, des outliers, qui sont les points violets ici. Parfois, on peut avoir des erreurs sur la chaîne de mesure, sur la RT-PCR elle-même, où on va avoir vraiment des mesures qui sont statistiquement anormales par rapport au reste, et qu'il va falloir du coup traiter pour arriver après à reconstruire un signal qui soit le plus fidèle au vrai signal épidémique sous-jacent dans les eaux usées. Donc là, on a travaillé en 3 étapes pour synthétiser notre indicateur. La première étape, c'est de prendre en compte tout ce qui est fluctuation de débit, donc les précipitations, les travaux de voirie sur le réseau. La deuxième étape, c'est donc de corriger le nuage de points que je vous ai montré tout à l'heure pour réduire le bruit de mesure. Je vais vulgariser ça en parlant de variance intra-laboratoire. C'est un peu un raccourci, parce que la variance intra-laboratoire, normalement, c'est si je donne 2 fois un échantillon à un laboratoire, c'est l'écart de mesure qui va me donner en quantification RT-qPCR entre ces 2 analyses. Là, je vais prendre en compte vraiment toute la chaîne de mesure. Ça peut être notamment le fait que quand on utilise un prélèvement intégré 24 heures, on ne va pas pouvoir analyser 10 000 m3 d'eau usée. On va prendre seulement quelques millilitres qui vont représenter un sondage de ce volume-là. Et forcément, c'est censé être représentatif, mais il y a des limites à cet échantillonnage-là. Donc, on peut faire des erreurs là-dessus.
Et la troisième étape, c'est l'idée quand même d'avoir un indicateur de suivi à l'échelle nationale, c'est de pouvoir comparer un peu les résultats, à pouvoir dire, OK, à Lille, j'ai un laboratoire A qui fait les analyses, à Marseille, j'ai un laboratoire B. Ils vont me donner des valeurs de concentration qui ne sont pas forcément les mêmes parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes techniques. Il y en a un qui va me dire j'ai 10 puissance 5, l'autre j'ai 10 puissance 6. Il n'y a pas forcément un qui a tort ou qui a raison, c'est simplement qu'il faut arriver après à les normaliser pour que le signal qui soit donné puisse être comparable. Et donc ça, c'est une étape à la fois de normalisation et de correction de ce qu'on appelle la variance interlaboratoire. Ce coup-ci, c'est si je donne un échantillon à 2 laboratoires A et B, quelle va être la différence numérique de quantification entre les 2 réponses qu'ils vont me donner. Je reviens donc à la première étape. Pour la prise en compte du débit entrant, ce qu'on nous donne, nous, en termes de résultats d'analyse par laboratoire, c'est cette concentration C0T, en unité de génome par litre d'effluent. Et on va venir la corriger par un rapport volumique. Donc le V de T, c'est le volume nominal d'eau usée des ménages. Celui-ci, à moins d'être sur un réseau séparatiste, on ne va jamais pouvoir le connaître. Donc, pour faire une explication rapide là-dessus, dans les stations d'épuration, vous allez avoir des réseaux séparatistes où vous avez uniquement les eaux des ménages et des séparations qu'on dit unitaires, et des réseaux unitaires où il va y avoir aussi les déversements d'industrie, les précipitations et autres qui vont du coup avoir des effets de dilution. Donc, comme ce volume, on ne peut jamais vraiment le connaître, ce qu'on fait, c'est qu'on l'approche par une moyenne annuelle, donc la valeur quotidienne évaluée sur un an, de débit entrant dans une station. Et puis le volume V0TT, lui, par contre, c'est un volume qu'on peut mesurer tous les jours, c'est simplement le total d'eau qui est arrivé en entrée de la station. Ça permet, par exemple, un jour où il a beaucoup plu et où le volume V0T vaut le triple du volume habituel, de pouvoir corriger la concentration donnée par les laboratoires pour bien prendre en compte cet effet de dilution. La deuxième étape, du coup, c'est de retrouver le processus sous-jacent dans toutes les mesures que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc, le vrai signal, c'est le signal vert qu'on voit ici. Et ce qui va se passer de notre côté, c'est qu'on va venir 2 fois par semaine faire des prélèvements sur ce signal. Il y a des jours où on va bien tomber et où le point de mesure sera quasiment sur le signal, on aura une erreur de mesure qui sera finalement assez faible. Et puis d'autres jours, finalement, on va avoir un peu plus de bruit, un peu plus d'erreurs. Et ça, il faut qu'on arrive à bien le quantifier pour qu'on puisse donner en retour un signal qui soit vraiment le plus fidèle possible à ce signal vert. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi le problème donc, de ce seuil de censure. Nous, on va voir uniquement le signal qui s'arrête ici à 0 sur cette échelle. En réalité, il y a bien un peu de virus qui circule, mais on n'est pas capable, nous, de le quantifier précisément. Par contre, on peut essayer de l'estimer et de donner une réponse qui soit la plus proche de ce vrai signal. Donc, l'idée que nous a proposé Grégory, c'est de reconstituer le signal X, qui est donc le signal vert sous-jacent ici, qui serait donc un signal autorégressif dont Y serait une mesure bruitée. Je vais passer assez rapidement sur le modèle. C'est un modèle autorégressif d'ordre 1, donc on a une dépendance entre la mesure de x au temps t et sa valeur au temps t-1. Et puis y, donc, qui est la mesure de x avec un peu de bruit, taux, qui est donc ce que j'ai résumé tout à l'heure comme étant la variance intra-laboratoire. Et pour faire le lien avec l'étape 1, la concentration C de t dont on parle ici, en fait, entre le log de cette concentration, je retrouve ma mesure y de t qui est bruitée. En réalité, du coup, il y a quand même d'autres phénomènes qu'il faut prendre en compte dans les données d'Aubépine, puisque là, j'ai juste un modèle autorégressif qui prend en compte le bruit de mesure, mais qui ne prend pas en compte les valeurs censurées et les valeurs aberrantes. Donc pour cela, on a une autre modélisation qui va intervenir. C'est-à-dire que la variable indicatrice de l'événement Y étoile est un outlier et donnée selon une distribution de Bernoulli de paramètres P. Si jamais notre point n'est pas un outlier, alors c'est une mesure bruitée de X avec une variance taux. Et si jamais, à l'inverse, on a une détection d'outlier, alors il va suivre une distribution uniforme sur AB. Donc AB et B qui sont des médias de paramètres du modèle. Et pour tenir compte de la censure, le seuil de quantification des analyses L, et ici, on a du coup le max entre la valeur Y étoile et puis ce seuil de censure, puisque nous, ce qu'on va voir, si jamais la valeur est en dessous du seuil de censure, on ne va jamais la voir, on va ne voir que le seuil. C'est pour simplifier un peu le modèle de lissage. Et ce qu'on donne quand on l'applique aux données Aubépine, donc sur la station de Dijon qu'on regarde ici, on voit bien qu'on a ici le point violet qui a bien été détecté comme un outlier. C'est une valeur qui statistiquement s'écarte beaucoup de la tendance moyenne qu'on pouvait avoir sur les voisins proches. En vert, j'ai le signal reconstitué une fois que j'ai pris en compte l'intégralité des points de mon signal. Et puis, plusieurs pas de temps, je peux a posteriori regarder ce que ça aurait donné si j'avais transmis un rapport tel jour d'échantillonnage. Et on voit qu'en général, dans tous les cas, on reste bien à l'intervalle de prédiction à 95% de notre modèle. On a une petite erreur, oui, mais qui est quand même assez raisonnable en général, que ce soit au niveau du 21 juillet ici, où on avait juste un point
qui commençaient à indiquer une remontée de la reprise de l'épidémie, ou si je m'intéresse par exemple à la situation qui se passait en novembre finalement, qui est le signal vert, qui s'écarte quand même très très peu du signal final, quoi. Et du coup, j'ai parlé de 2 premières étapes, il reste la dernière, l'étape de normalisation. Donc cette étape de normalisation, ça concerne à prendre en compte le fait de donner un signal qui permet de comparer plusieurs stations et qui puisse aussi idéalement permettre de faire des agrégations, puisque là, quand on suit les stations, du coup, on les suit à l'échelle locale. Ce qui est important aussi pour le pilotage de l'épidémie, c'est de pouvoir avoir un signal qui soit agrégé, qui puisse permettre de suivre la situation à l'échelle départementale, régionale ou nationale. Donc pour cela, idéalement, quand tout se passe bien, en fait, on fait ce qu'on appelle des essais interlaboratoires qui permettent d'avoir un facteur de passage entre les résultats quantitatifs d'un laboratoire de référence et les différents laboratoires du réseau. Seulement, le projet était en phase de recherche au début et en janvier, en fait, on nous a demandé de passer vraiment plus en phase d'action-recherche et d'utiliser nos résultats pour qu'ils puissent être utiles en fait, à la prise de décision. Et à cette époque-là, on n'avait pas de résultats laboratoire pour les différents labos. Donc, il a fallu trouver une alternative à ce problème et trouver une manière de normaliser les résultats qui permettent de réduire la variance interlaboratoire sans avoir ces essais interlaboratoires à disposition. Donc, pour ça, on est parti sur ce qu'on appelle une normalisation min-max, grosso modo. Le signal X chapeau de T, c'est le signal vert foncé ici que je vous ai montré sur ce graphique. Il est normalisé sur une normalisation min-max, à la limite de quantification étant ici de 1000 unités génomiques par litre, et la concentration maximale étant la concentration maximale enregistrée pour le laboratoire de référence ou les stations ayant un débit similaire à la station à laquelle on s'intéresse. Je vais expliquer un peu cette phrase. Si par exemple je trouvais l'indicateur d'eau usée de la station de Saint-Étienne, je vais déjà regarder quel laboratoire analyse cette station. Je vais regarder ensuite quelles sont les stations qui drainent à peu près des populations du même ordre de grandeur que Saint-Étienne. Et je vais regarder quelle était la concentration maximale enregistrée par ce laboratoire entre juin 2020 et janvier 2021. Ce qui fait qu'en fait, l'indicateur qu'on donne, c'est un indicateur qui est relatif au niveau de l'épidémie pendant la deuxième vague de l'épidémie en France, en fait, grosso modo. Et c'est donc ce grand CM qui intervient d'animateur ici. Qu'est-ce que ça donne en pratique? Donc ici, j'ai fait une simulation en utilisant les résultats des sénateurs laboratoires qu'on a fait il y a quelques semaines. Donc, j'ai fait un cas tout simple avec un réseau avec une seule station d'épuration qui est analysée par les 9 laboratoires du réseau. J'ai pris un laboratoire de référence, un pointillé rouge ici, et j'ai simulé le comportement d'un signal qui est assez proche d'une des stations qu'on suit en utilisant des facteurs de passage à l'échelle issus donc de ces essais interlaboratoires. Donc, le premier cas, c'est si je fais la normalisation en utilisant ici une concentration maximale qui n'est pas spécifique au laboratoire. J'en prends vraiment parmi tout le pool de mes laboratoires la concentration maximale. Fait ça, en fait, le problème, c'est que le laboratoire 6, il n'a plus dans l'ordre d'écart avec le laboratoire de référence. Donc, sur une période de vague, je vais avoir un laboratoire qui va m'annoncer un niveau de 210. Et à l'inverse, un qui va m'annoncer un niveau qui est à peine 200. Donc, il y a un facteur 2 entre les deux. Et c'est un peu compliqué après de pouvoir vraiment comparer les résultats avec une telle variance, en fait. Qu'est-ce qui se passe du coup quand on utilise la normalisation qu'on fait? C'est la figure B. On voit que l'ensemble du signal se resserre bien. Sur la figure D, d'ailleurs, on voit que là, on a une diminution assez significative de l'erreur quadratique moyenne pour les labos 4 à 8. Et que par contre, sur le bas du spectre, on est un peu moins bon au niveau du resserrage qu'on pourrait avoir avec d'autres techniques de normalisation, parce qu'on a un côté asymétrique sur cette normalisation, vu qu'ici, on est un peu limité par le seuil de censure des analyses, qui peut en plus varier en fonction des différents laboratoires. Et dans la figure C, j'ai simulé ce que ça aurait pu donner si on avait eu à cet instant-là les résultats des essais interlaboratoires. Et on voit que finalement, à l'époque où on nous a demandé de nous intéresser à ça, qui était un moment où la situation épidémique était en train de remonter assez significativement en France, on a vraiment mis l'accent sur le fait de resserrer les signaux et de réduire la variance sur le spectre haut du niveau de circulation du virus plutôt que sur le spectre bas. Donc on garde ce défaut-là, mais au moins voilà, sur le niveau de circulation assez élevé, on reste assez fidèle à ce qu'on aurait pu avoir avec des essais interlaboratoires sans avoir du tout eu ces données en jeu. Et ensuite, on voit que sur les laboratoires 2, 3 et 9, on a finalement un impact qui n'est pas significatif, quelle que soit la technique qu'on utilise. Tout ça parce qu'en fait, ces laboratoires ont déjà de base un facteur de passage qui est quasi égal à 1 avec le laboratoire de référence, et ils ont peu de bruit de mesure. Donc à partir du moment où les laboratoires ont déjà d'eux-mêmes une faible variance interlabo, cette normalisation n'est pas vraiment nécessaire. Par contre, dans notre cadre opérationnel, ce n'était pas du tout le cas, donc il a fallu corriger ça.
Une fois du coup qu'on a fait ces différentes analyses, on s'intéresse au taux d'incidence pour voir un peu ce que ça donne avec les indicateurs cliniques plus traditionnels. Donc ici, je vous montre la corrélation entre 7 stations sur lesquelles on a pu récupérer les données d'incidence à l'échelle locale, donc sur des populations qui correspondent aux mêmes populations qui sont drainées par nos stations d'épuration, et puis à l'échelle régionale en faisant un peu plus d'approximation à ce niveau-là. Ici, je m'intéresse à ce qui se passe au niveau de la corrélation sur la deuxième vague. J'expliquerai un peu plus tard pourquoi. Et on se rend compte que dans la plupart des cas, on a quand même une bonne corrélation entre notre signal qui est échantillonné donc, juste 2 fois par semaine et celui qu'on peut voir en récupérant un sondage de la population à un pas de temps beaucoup plus élevé. Nancy est un peu en retrait du reste, c'est la seule qui a un coefficient de corrélation inférieur à 0,8, notamment parce que jusqu'à mi-octobre, Nancy n'était pas suivie avec un échantillonnage intégré comme les autres, mais un échantillonnage ponctuel où pour le coup on venait juste une fois dans la journée récupérer un peu de volume, et ça peut influencer notamment la corrélation en ayant un bruit de mesure qui soit plus important en début de remontée. Et on voit par contre que sur l'échelle régionale, finalement, quand je prends le Grand Est qui est échantillonné à 60% à peu près de la population de la région, j'ai quand même un très bon coefficient de corrélation avec mon incidence. Sur l'Île-de-France, c'est un peu plus faible. On n'est qu'à 33% à peu près de population sondée, donc on fait forcément une erreur. Il y a beaucoup de personnes et de malades qu'on ne peut pas voir, mais ça reste quand même assez satisfaisant. Que ça donne, si je vous montre vraiment les courbes après, la corrélation est calculée sur la période grise ici. Je vous montre la station de Lagny-sur-Marne, qui était donc celle-ci. Et donc, comme je vous disais, on s'est focalisé principalement sur la phase du pic de l'épidémie. Pourquoi? Parce que c'est principalement sur cette période-là, pour nous, qu'on est censé avoir une bonne corrélation avec l'incidence, qui va capter les signaux des malades avec développement des symptômes assez prononcés. Et pour nous, en fait, typiquement, sur l'été 2020, on a un phénomène qui est que la plupart des malades étaient plutôt des personnes jeunes. Et donc, comme disait Pierre-Yves tout à l'heure, il y a la probabilité d'être symptomatique en fonction de l'âge était quand même plus faible pour les classes d'âge assez faibles, assez jeunes pardon, que les classes d'âge assez âgées. Et c'est une hypothèse assez plausible selon nous qu'à ce moment-là, on ait récupéré beaucoup plus de signal que l'incidence, tout simplement parce que ces gens ne se testaient pas et qu'ils n'avaient pas des symptômes assez prononcés. Et donc, sur des périodes comme ça, on est censé, de base, avoir une corrélation qui sera moindre qu'en phase de circulation très élevée du virus. On étudie également l'impact du sous-échantillonnage. Je vous ai un peu menti tout à l'heure en vous disant que toutes les stations étaient échantillonnées 2 jours par semaine. On en a une qui a été échantillonnée tous les jours de la semaine, sauf quelques semaines où il y a eu des exceptions. Et ça nous a permis de faire le test avec toutes les données qu'on avait, de voir comment le signal se comportait si on échantillonnait donc tous les jours de la semaine, ou si on prenait 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 jours de la semaine pour échantillonner. Donc on a utilisé ça sur 2 métriques, l'erreur quadratique moyenne entre donc, le signal avec tous les points de mesure et chacun des signaux sous-échantillonnés, et puis le taux de recouvrement des intervalles de prédiction à 95%. Et là-dessus, on se rend compte que si le but, c'est quand même d'optimiser un rapport entre coût et performance, l'idéal, c'est quand même d'aller vers un échantillonnage à 3 fois par semaine, qui apporte une vraie réduction de la variance par rapport à l'échantillonnage à 2 fois par semaine. Après, le gain devient quand même un peu moins significatif. Néanmoins, ça implique quand même d'avoir un coût de plus de 50% par rapport à 2 jours par semaine au niveau des analyses. Donc, ce n'est pas négligeable quand on traite un réseau avec autant de stations. Et si on n'a pas le choix, du coup, il vaut mieux s'orienter vers au moins 2 jours par semaine, si possible, s'orienter vers le cas particulier de prime, qui correspond à un minimum de 2 jours de décalage sans analyse entre les 2 jours de prélèvement. C'est un cas particulier du 2 où on a un peu plus espacé les jours de prélèvement. Du coup, ce qu'on montre, c'est qu'on a apporté quand même une méthode assez flexible qui permet, avec un seul algorithme, de prendre en compte à la fois le bruit de mesure ainsi que la censure et les mesures aberrantes. Une fois qu'on a fait tous nos pré-traitements, on se rend compte qu'on a une bonne corrélation avec les autres indicateurs épidémiques, ce qui est assez intéressant, notamment actuellement, parce qu'avec l'avancée de la campagne de vaccination, il n'est pas exclu que le taux d'incidence perde un peu de pertinence par rapport au vrai signal épidémique des gens malades. Et on a aussi la force de notre signal, c'est de pouvoir, grâce à cette normalisation, avoir une agrégation de données locales qui permettent de générer des indicateurs régionaux et nationaux, faisant intervenir plein de laboratoires avec des quantifications très différentes, et finalement d'avoir à l'issue de ces pré-traitements-là quelque chose qui est assez proche de la situation épidémique sur des indicateurs cliniques classiques.
et donc de prendre en compte la variance interlaboratoire. Et puis, le gros intérêt, qui n'est pas forcément celui de notre indicateur, mais celui des eaux usées à l'échelle, à la grande échelle, en fait, c'est de pouvoir, avec une seule analyse, refléter la situation épidémique de plusieurs milliers de personnes. Donc, en termes de coût par rapport au fait de massivement tester les individus, c'est quand même quelque chose qui est bien plus intéressant, notamment dans les pays où le fait de tester massivement n'est pas forcément possible pour des raisons budgétaires. Les critiques sont quand même assez nombreuses. On peut encore améliorer pas mal de choses sur le modèle. On peut toujours améliorer encore notamment la normalisation interlaboratoire. On cherche actuellement aussi à coupler notre signal avec les données d'incidence. Là, quand on a fait les calculs de corrélation, on corrèle des quantités de virus avec des malades. L'idéal serait d'utiliser des courbes d'expression trouvées dans d'autres travaux et de voir ce que donnerait un signal d'infecté qui pourrait ressortir de nos eaux usées et lui le corréler avec l'incidence et les hospitalisations. Aussi utiliser les autres signaux cliniques pour finalement estimer des courbes d'expression et voir si ces courbes d'expression se rapprochent effectivement de ce qui peut être trouvé directement en sortie des selles. Et au niveau des variants, mais il y a aussi du travail à ce niveau-là pour arriver à être le plus fin possible sur la proportion de chaque variant dans les eaux usées. C'est quand même un challenge assez important. Et puis, donc ça, c'était juste le projet Aubépine parmi tous les projets dans l'équipe de Grégory, mais il y a encore des travaux théoriques sur le modèle SIR, la transmission intra-foyer avec le projet ALCOV2, le développement de modèles micro-épidémies et aussi le traitement du tableau clinique Covid. Donc, vous avez ici également une liste des personnes partenaires sur ces projets à Sorbonne Université et à l'USCD et au-delà. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis on peut passer à la phase des questions si vous voulez. Merci beaucoup, Nicolas. Je vous propose de lever votre petite main